retour dans cette émission, l'autre journal numéro 118, avec nos invités Ferdinand Haïté et Francisco Napokura. Nous nous rappelons le 6 juin 2021, Forna Singbe, avec tout le gouvernement derrière lui, ont lancé officiellement les activités de la PIA, la plateforme industrielle des Copé. Aujourd'hui, plus d'un an après, quand on veut parler de bilan de cette plateforme-là, que dirons-nous, que diront les Togolais? Cette plateforme qu'on a vantée aux Togolais, comme quoi il y aura des milliers d'emplois, des investisseurs qui vont envahir le Togo, l'économie qui va connaître la prospérité. Francisco, aujourd'hui, la PIA. Bien, la PIA, comme on le dit, fait son petit bonhomme de chemin, bien sûr, avec des quoi quand même, mais il faut classer la PIA en deux catégories. Il y a la PIA en tant qu'industrie, et puis la PIA en tant que port sec. D'accord. La PIA en tant qu'industrie aussi va, semble-t-il qu'on fait des assemblages de motos ou de voitures. Bon, on le dit, ça a été même, il y a même eu une visite, je crois, qu'on a montré à la télé la dernière fois. Mais sur le plan industriel, je vois que le côté textile même déjà est en train de prendre un coup. Parce que la production cotonnière a beaucoup chuté. Je n'ai pas les statistiques, mais a beaucoup chuté. Je sais même déjà, les gens à qui on a vendu, qui sont investisseurs à la PIA, c'est à eux qu'on avait vendu la MIFA. Et MIFA, mécanisme incitatif de finances agricoles. Donc, quand ils sont venus, ils ont roulé à contre-courant de la production cotonnière. C'est-à-dire ils ont demandé et même déversé les fonctionnaires de la MIFA dans les champs pour dire nous voulons du soja. Donc les gens ayant, contrebalancé la rentabilité du soja et le prix du soja par rapport au prix du coton, sont partis vers le soja. Et donc on laissait le coton. Donc du coup, ça va être très difficile pour que la PIA puisse avoir suffisamment de fibres de coton pour pouvoir lancer son industrie. Oui, mais Franco, pour apporter de l'eau à ton moulin avant que tu ne continues ton développement, en fait, quand ils sont arrivés, ils ont pris la Sotoko avec les Singapouriens, après ils ont pris la MIFA, on leur avait vanté les statistiques de la production cotonnière. Quand ils ont pris l'entreprise, ils se sont rendus compte que la filière n'était plus vraiment attrayante pour les paysans. Tous ceux qui faisaient du coton, une grande partie, sont allés vers le soja. C'est comme ça qu'ils les ont suivis dans le soja. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas venus pour le soja. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont venus pour le coton, mais ils se sont rendus compte que le coton, ceux qui produisaient le coton, beaucoup sont partis maintenant faire le soja, parce que c'est la filière qui monte. Donc, ils les ont suivis dans le soja. Là où ils sont en train de faire aujourd'hui un gros bordel, là aussi on en parlera plus tard. Voilà. Donc, voilà, ce côté industrie est en train de prendre de l'eau. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est la PIA en tant que port sec. Nous avons suivi, les mouvements du mois de juin. Donc, pour les bateaux qui sont arrivés. Et donc, au niveau du vieux port de Bolloré, c'est le vieux port, le port de Bolloré, c'est ça le vieux port, le terminal de Bolloré, c'est ça qu'ils ont réquisitionné. Tous les navires désormais du Togo Conteneur Terminal sont réquisitionnés par la PIA. Donc ce qui veut dire que tous les conteneurs, ou bien toutes les marchandises pour le Mali, le Burkina, le Niger, sont transférées par camion sur la plateforme de la PIA, et c'est à partir de là que les camions vont aller charger. Vous voyez ce que ça crée comme problème. Normalement, pour un bon transitaire, 48 heures, si le navire accoste, le 48 heures, il peut charger son camion. Ou 72 heures, s'il y a des difficultés administratives.
ou s'il y a le week-end, donc on accepte les week-ends dedans. Maintenant, avec la PIA, vous avez 5-6 jours avant que le conteneur ne quitte le port océan pour aller sur Adétikopé. Donc vous voyez déjà, les gens commencent déjà par perdre des jours. Alors que quand un conteneur débarque, dès que le conteneur est déposé sur le quai, la maison consignataire, la ligne maritime, déjà commence par décompter les franchises. D'accord? Donc les franchises, bon, comme il s'agit des marchandises qui vont vers l'Interland, souvent c'est le minimum qu'ils donnent, souvent c'est 21 jours. Donc il y en a qui en ont jusqu'à 30 jours, même jusqu'à 40 jours. Ça dépend de la négociation qui a été faite. Mais souvent, et depuis un moment, les marchandises qui passent par le port, conteneurisées, qui passent par le port autonome de Lomé, c'est 21 jours pour le Burkina, 30 jours pour le Mali et le Niger. Donc, vous voyez que la personne perd 5-6 jours sur le travail qu'il doit faire. Et maintenant, vous voyez, ça fait maintenant le tralala du transitaire qui fait les formalités au port océan, au vieux port, et aller transporter envoyer son camion à Détikopé. Donc, il est dans les courses entre les deux ports. Et maintenant, ça fait des frais supplémentaires en termes de formalités et autres. Et maintenant, quand vous payez ici vos factures, c'est-à-dire que la maison consignataire, vous irez là-bas, d'accord, allez payer la manutention. Et là, on vous facture la manutention qui se chiffre pratiquement au triple de la valeur. D'accord? Si vous avez payé, vous avez à payer, et bon, disons, nous avons fait pour un lot de 5 conteneurs qu'un importateur a amené qui va au Burkina, sur ces 5 conteneurs, à peu près 800 000, ça fait 990 000, juste pour 999 000, pour juste les frais supplémentaires. Ce que, quand je prends le port Bolloré comparé au port LCT, c'est-à-dire le nouveau port, vous voyez que le nouveau port n'est pas intégré dans la PIA. Donc du coup, celui qui passe par l'ancien port est désavantagé par rapport, est-ce que vous voyez, pour les 5 conteneurs, celui-là qui a payé, disons, presque 800 000 de frais supplémentaires, celui qui, n'est-ce pas, a sa marchandise qui est passée par LCT ne va pas payer les 800 000. Et si c'est 2 importateurs du même pays qui achètent les mêmes marchandises, vous voyez qu'il y a une discrimination sur la détermination des frais. Et donc, aujourd'hui, tout ça est en train de créer de sérieux problèmes au port autonome de Lomé. Le port dit en eau profonde, ça aussi, c'est une parenthèse qu'il faut un jour creuser. Est-ce que notre port, qui, on dit naturellement en eau profonde, répond encore? Est-ce que les gens y travaillent? Je ne pense pas. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et peu à peu, le port autonome de Lomé, dont les gens vantent les mérites en termes de performance économique, est en train de se vider. Donc, c'est l'opération que nous avons suivie le mois de juin, d'accord, et ça continue présentement, c'est généralisé. Tout marchandise en transit sur le Mali, le Burkina et le Niger doit obligatoirement passer par le port PIA d'Adétikopé. Merci beaucoup, Francis. Et Ferdinand, on revient encore sur le port de Lomé avec la PIA. La PIA, toujours la PIA. Oui, mais je pense que on a beaucoup parlé sur la PIA ici, on a fait des sujets. Le port de Lomé est en difficulté. La dernière fois, on a rassemblé les journalistes pour leur dire voilà, on a fait des performances records, mais on n'a pas donné de chiffres. On n'a pas dit ce que ça a rapporté, les performances. Vous pouvez imaginer des gens qui appellent des journalistes pour dire oui, cette année, on a fait beaucoup on a fait une grosse performance, il y a eu des volumes de transactions, mais ils ne donnent pas ce que ça a rapporté dans les caisses de l'État. Ils n'ont pas communiqué sur les chiffres. Vous avez remarqué quand ils ont appelé les journalistes. Alors, le port se vide parce que, avant de rentrer dans ce studio, j'ai eu des amis qui ont envoyé même des images que j'ai fait visionner
à Franco, avant qu'on rentre au studio, des amis qui font souvent ce que vous appelez les groupages. Oui, les groupages. Oui. Qui sont arrivés, ce matin, ils sont allés, nous sommes le 11 juillet, ils sont allés à LCT, qui est le port de transbordement. Voilà. Mais le port est vide. Et le gars dit, chaque lundi, à cet endroit-là, il y a au moins 60 camions qui sont là. Les clients qui viennent chercher leurs marchandises. Et ils nous envoient les vidéos, il n'y avait que 2 camions. Et c'est tellement vide. C'est comme quand on parle de Togo mort là. C'est-à-dire que vous voyez l'espace là, c'est tout. J'ai vu les camions, c'est des camions qui transportent les vivres du PAM. Là. Ouais. Les PAM voilà. pour le Sahel. Ouais. C'est des camions là. Mais il y avait personne. Il n'y avait personne. Ils envoyaient les images. J'ai dit, mais attends, il dit, c'est ça que les gens sont en train de partir. À cause de toutes les incongruités qu'ils viennent de décrire et de toutes les tracasseries douanières que des gens ont organisées depuis un certain temps. Oui. En réalité, contrairement à ce que les gens pensent, le port de Lomé n'est pas un port qui intéresse les grandes lignes maritimes. Oui. En dehors de MSC, CMA, CGM et puis de Maesland, qui apportent quelques gros navires ici avec un volume assez conséquent, les autres lignes maritimes assez puissantes ne viennent pas au port de Lomé. Vous avez PIL qui est le Pacific International Land, vous avez les Israéliens Exim Land, vous avez Costco chinois, et ils ne viennent pas. Voilà, ils transportent 5-10 conteneurs, et même quand vous passez par ces lignes-là, quand vous passez par ces lignes, vous pouvez avoir même 2 mois. Vous n'avez pas encore votre conteneur au Togo. Ils peuvent aller déposer ça au Ghana en attendant un navire qui va faire venir vers le Togo. Donc ça veut dire que les lignes qui viennent, comme il le dit, MSC vient avec beaucoup de marchandises. Mais le volume, au 70% ou 75% est en transbordement. Donc ce n'est que 20-25% qui traversent le cordon douanier. Maintenant, au niveau de CMA, là-bas, c'est bon, c'est beaucoup pour l'Interland et pour le conso. Quand les gens parlent des chiffres du port, même une année, ils se sont amusés à dire que le port autonome de Lomé dépasse en flux le port du Nigeria. C'est la propagande. C'est la propagande aveugle. Non, nous sommes malés même au fond. Puisque regardez, d'abord, la première des choses, c'est la population qui consomme. Le Togo est essentiellement un pays de transit. Le Togo est essentiellement un pays de transit. Les gens importent peu. Et surtout, tout dernièrement, quand nous voyons les mesures douanières avec la révision des choses, les traques qu'on fait aux commerçants. La dernière fois, nous avons consacré même un article à ce sujet, mais je vous assure, c'est mieux d'écrire sur Fronia Single que d'écrire sur un douanier comme colonel Akaya ou d'écrire, voilà, mettre le nom. C'est terrible, c'est mieux. Avec Fronia Single, vous êtes peut-être plus en paix. Parce qu'il y a des individus qui sont plus puissants que le chef de l'État. Mais imaginez ce que les gens sont en train de faire au port de l'Ouest. La dernière fois, j'ai écouté le doyen Jacques Diakouti sur Canal FM qui en faisait écho. Effectivement, le port se vide. Le port s'est vidé. Moi, quand je vous parle, moi j'ai fait des missions sur l'Interland. D'accord? Il y a quelques années, j'ai des rapports de mes missions. Mais quand vous voyez comment les gens parlent de nous, d'abord notre pays, notre seul avantage, le grand avantage, c'est la langue. Et le Togolais est accueillant. C'est ça qui fait. Sinon, les failles d'Aledio, les gens ne connaissent pas. C'est pourquoi ils s'en vont. Même quand on a fait le contournement, c'est-à-dire de la faille d'Aledio et de Kanté, mais les accidents, quand vous prenez là, vous voyez les accidents, c'est excellent parce qu'ils n'ont pas la montagne comme ça chez eux. Quand vous traversez la frontière de Saint-Cassé, vous arrivez à Ouaga, il n'y a pas de montagne. C'est juste les dos d'âne. On a mis à chaque entrée, chaque sortie de localité pour faire ralentir et éviter les accidents. Quand vous quittez, comment vous l'appelez, quand vous quittez Bitou pour aller à Fada, arriver jusqu'à Niamey, vous n'avez pas une seule montagne. Donc les gens là ne sont pas habitués. Chez nous, ils viennent découvrir
les montagnes. Donc, par conséquent, nos montagnes sont déjà des problèmes. Mais ils choisissent parce que nous sommes aussi accueillants et pour certaines choses, ils préfèrent passer par ici. Maintenant, nous leur créons des problèmes. Depuis 2012, nous avons commencé ce débat dans la presse sur ce qu'ils avaient sorti à l'époque comme la limitation des poids et des essieux. J'ai eu à poser la question au ministre. Mais le Ghana, qui a des véhicules longs et gros, qui transportent gros, l'Afrique du Sud et ces pays-là, mais est-ce qu'ils fabriquent, les routes qu'ils fabriquent, est-ce que c'est avec la ferraille? Ce n'est pas avec de l'acier, c'est avec aussi les mêmes matières, les goudrons. Faites de bonnes routes et les gens vont. Donc, ils se sont entêtés, ils se sont lancés dans cette histoire de limitation des poids aux essieux. Ça a vidé le port. Ils sont venus à Antazer, et Antazer qui a quadruplé les prix. Il a fallu des luttes pour que Antazer revise ses tarifs pour revenir à l'ancien. Et aussi après, c'est la pierre, oui. Je précise que Antazer, c'est une nébuleuse qui a ses racines à la présidence. Ok. Tu peux continuer. Non, oui. Mais et après, maintenant, on parle de la plateforme industrielle, sinon du port sec. L'histoire du port sec, on le connaît. Nous, on a suivi des études. À l'époque, Faure Gnassingbé était ministre de l'équipement, mais les Blancs sont venus ici, ils ont fait les études de la réhabilitation des rails jusqu'à Blita, d'accord, où était prévu le premier et port sec, et ils ont même fait le prolongement que, ok, on peut aller à Saint-Cassé, mais ça va nécessiter une autre étude, parce que, vous avez vu, c'est sur l'ancien rail que les gens voulaient que les gens réhabilitent en appelant un consortium togolais qui va investir pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas pu le faire, et maintenant, c'est ici qu'on dépose le port sec. Quand je vous dis, ils avaient premièrement dit que c'est dans la nuit, à partir de 23h jusqu'à 4h, qu'ils vont transférer les conteneurs. Maintenant, dans la faisabilité, il faut transférer les conteneurs dans la journée. D'où le nombre d'accidents voilà. qu'on a sur le contournement. Sur le contournement. Et dans les statistiques du ministère de la Sécurité des Transports, à Lomé, la route la plus dangereuse en termes de mort, c'est le contournement. C'est le contournement. Donc, vous voyez, une route qui est déjà saturée, vous venez, vous mettez encore les transports de la PIA pour amener. Donc, et c'est ça, tout ça aujourd'hui concourt. Les gens vous disent clairement que nous préférons passer par le Bénin, nous préférons passer par Tema et que c'est mieux pour nous. Donc, les gens ont fait leurs calculs. En fait, pour créer une PIA, vous n'avez pas besoin même de faire une étude de marché. Parce que c'est une concession, en fait, c'est une obligation qu'on fait aux gens. Est-ce que vous voyez ça? On ne fait pas la cour aux gens. Venez chez nous, ils n'ont rien à dépenser, ils n'ont qu'à payer. C'est seulement payer les engins de manutention, des camions, et puis recruter quelques agents qu'ils vont payer de façon dérisoire, et ils vont faire le travail de nègres. Donc, les propriétaires même sont dans leur bureau et ils vont se la couler douce. Voilà ce que nous sommes en train, et on dépend de l'économie nationale. Et je pense que j'ai toujours eu à dire que ce pays est une mafia. Et la mafia, quand elle infiltre l'État, l'État n'est plus au service des peuples. Il est au service d'une oligarchie, d'une minorité qui cherche à protéger ses intérêts. Et tout ce qui se fait au Togo depuis des années, c'est pour protéger les intérêts de cette mafia-là. Je disais tantôt que les lignes maritimes les plus importantes ne viennent pas au Togo. Je viens de les citer. Ou parfois, quand ils ont un navire qui vient, ils s'entendent pour acheter les espaces, pour mettre les conteneurs sur ce navire-là pour venir. Et donc, parmi les grandes lignes maritimes sur le plan mondial, on ne sait même pas que le port autonome de Lomé existe. Ce n'est pas pour une... ils ne savent même pas. Maintenant, MSC, qui a eu une concession, qui a son propre terminal de transbordement, lui fait un volume assez important parce que, bon, ils ont eu une concession. Donc, ils font venir des navires, ils font des transbordements. Mais pour le reste,
Mais les gens ne peuvent pas supporter aujourd'hui toutes les tracasseries qu'on est en train de leur imposer là à travers la PIA. Et donc, les gens préfèrent, parce que le port autonome de Lomé, la grande partie de ses activités, c'est vers l'Interland. Et donc, si vous leur créez des problèmes, ils vont au Bénin, ils vont au Ghana, où on leur offre, d'abord, ils sont mieux organisés, on leur offre aussi plus d'opportunités. Je donne un exemple. Celui qui quitte le Bénin et le Burkina, celui qui quitte le Bénin pour aller au Niger, il n'est pas confronté aux difficultés routières que nous avons dans la faille d'Alédio, dans le défalé, tout ça. Parce que le Bénin n'a pas ces dénivellements naturels qui posent des problèmes pour la route. Et puis ils ont de très bonnes routes au Bénin pour aller vers le nord. Et donc du coup, les gens vont là-bas. Mais il y a un autre danger qui nous guette. Et quand je terminais la question du Burkina, c'est ça ce que je suis en train d'évoquer. Vous avez bien entendu, bien lu ces jours-ci, qu'on a tué des camionneurs togolais. Les terroristes ont tué des camionneurs togolais qui acheminaient des marchandises là au Burkina ou bien au Niger. Ça veut dire quoi? Plus les terroristes vont progresser vers le sud du Burkina, et donc vers le Togo, plus les opérateurs économiques auront des difficultés à envoyer leurs camions dans cette zone-là, pour traverser cette zone-là. Et donc, le port autonome de Lomé risque de se lever un jour, de n'avoir plus de clients. Parce que les gens vont préférer aller soit au Ghana, quelque part un peu au Bénin, parce que ça ne va pas. Et donc, il faut mettre tous ces éléments dans la réflexion. Maintenant, pour revenir à la PIA, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. On avait eu à écrire un article ici il y a 1 an et demi, toute la République était en ébullition, on a envoyé des gens nous voir et tout et tout. Et on avait un contrat avec ces gens, nous étions les seuls organes à résilier notre contrat, et pourtant on avait un très bon contrat, on a dit non. Parce qu'on a découvert des choses, et on s'est dit non, ces choses-là, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, les grues qui servent à charger à la PIA, et ces grues-là appartiennent par exemple à Maersk. Parce que Aris, qui est le consortium qui a la concession de la PIA, Maersk est actionnaire d'Aris. Et le ministre togolais l'économie maritime est l'SDG de Maersk Togo. Mais attendez, Ferdinand, quand dans l'article de Tampa Express, d'accord, nous avons vu le danger, parce que sur les conteneurs qui sont transférés de la PIA, les conteneurs de maïs sont privilégiés. Exactement. Les conteneurs de maïs Togo sont privilégiés. Exactement. Ce qui crée encore une discrimination par rapport aux autres lignes maritimes. Il faut que les gens nous écoutent très bien quand on dit les choses. Nous, on n'est pas dans le superficiel, on est dans l'investigation. Je rappelle que les grues qui opèrent aujourd'hui à la PIA là-bas, dans leur port sec, ce sont des grues de Maersk. Et Maersk est actionnaire dans Aris. Aris qui a la concession de la gestion de la PIA. Vous comprenez ce qu'on veut dire là? Et le ministre de l'économie maritime togolais était l'SDG de Maersk. Conflit d'intérêts. Vous voyez ce qu'on est en train de dire? Et donc, ce qu'ils sont en train de faire là-bas aujourd'hui est en train de tuer le port océan. Est en train de tuer le port océan. Bolloré, bon, ils l'ont vendu, mais son terminal est totalement à terre. Parce que Bolloré avait eu une concession. Aujourd'hui, on ne peut plus entreposer des conteneurs sur la concession de Bolloré. Parce que Maersk, ils sont en transportement. Donc, leurs conteneurs, ils font le transportement. Non, ils ne sont même pas intégrés dans la PIA. Donc, parce que leur contrat, l'État ne peut pas les obliger à ça. Exactement. Donc, tous ceux qui débarquent au terminal Bolloré, on envoie directement les conteneurs à la PIA. Maintenant, qui assume les charges de ce mouvement-là? Ça crée des tracasseries administratives, ça crée des tracasseries pour les transitaires, et au bout du compte, ça alourdit toutes les procédures, et les gens sont victimes de surestarie. Vous imaginez ce qui est en train de se passer. Et donc, quand on le dit pour que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec le destin de tout un pays. Vous savez, quand vous allez en Côte d'Ivoire, on sait ce que le port d'Abidjan produit comme recette par jour. On sait ce que le port de San Pedro
produit comme recette par jour. On sait ce que le port de Tema rapporte par jour. Le port de Tema est autour de 6 milliards par jour. Le port d'Abidjan, 7, 5, voire 8 milliards par jour. Vous cherchez ce que le port de Lomé rapporte par jour, vous n'avez aucun chiffre. Vous n'avez aucun chiffre. Aucun chiffre même dans les livres de comptabilité où même on peut trouver les chiffres. Vous n'avez rien. C'est-à-dire que c'est sans trace. Raison de plus qu'on doit se poser la question de savoir comment ce joyau qui appartient à tous les Togolais est géré. Et vous comprenez pourquoi quand le port appelle les journalistes pour leur dire nous avons fait des performances records cette année, on ne vous donne pas de chiffres. On ne vous donne pas de chiffres, parce que si on vous donne des chiffres, vous saurez ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, vous cherchez les chiffres de phosphate, vous allez pouvoir les trouver. Vous cherchez les chiffres, on a souvent les chiffres de pétrole. On dit le Togo exporte le pétrole, c'est vrai que le Togo ne produit pas, mais le Togo exporte. Parce qu'il faut faire attention, il y a toujours des confusions. Le pétrole que le Togo vend au large des côtes, c'est le pétrole qui vient du Nigeria. Il y a eu toute une enquête. Le Togo, c'est un pays de transit. Voilà. Il y a toute une enquête autour de ça, qu'il y a des confrères qui ont voulu, on a publié des articles. Donc, tout ce qu'on achète au large de la côte togolaise, c'est le pétrole de contrebande que les généraux nigériens, des grands bandits, apportent sur notre côte. Et puisque c'est sur la côte togolaise que les gens viennent acheter, donc c'est considéré comme... Parce que dans le domaine de ces genres de choses, il y a le pays producteur et exportateur, il y a un pays non producteur mais exportateur. Voyez-vous. Et donc, on retrouve les chiffres du pétrole que le Togo exporte. Mais vous ne retrouverez jamais les chiffres du port autonome de Lomé. Il y a fondamentalement vous savez, le problème fondamental du port, c'est que tout est émietté. C'est-à-dire que on a fait des petites concessions qui sont dans les mains des gens. Par exemple, quand nous prenons la manutention, il n'y a que la manutention des clinquers qui est au port. Sinon, le reste, le port gère le domanial. Et encore que, tu sais pourquoi ils ont fait ça? Voilà pourquoi je parle de mafia. Regarde par exemple, le port prend de l'argent pour commander des patrouilleurs. C'est le port. C'est avec l'argent du port qu'on achète le patrouilleur. Les remorqueurs. Voilà, les remorqueurs. Et c'est la capitainerie qui gérait ça. Voilà. Un jour, ils se sont levés. Ils ont pris la capitainerie qu'ils ont donnée à des étrangers. Et ces étrangers qui n'ont apporté aucun franc ont pris le contrôle. Ont pris le contrôle des remorqueurs qu'ils exploitent. Et ils exploitent. Et ils donnent des miettes à l'État togolais. Mais au départ, c'est avec l'argent du port et de l'État togolais qu'on a acheté les remorqueurs. Voilà le système qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire qu'on oblige le port à acheter ou à faire des investissements. Le port fait des investissements. Un matin, on dégage de la responsabilité du port de l'investissement, on donne ça à un privé, et le privé prend la concession et il donne des miettes au port autonome de Lomé. Donc vous arrivez au port, vous avez autant de structures, parfois certaines structures font les mêmes choses. Vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi il y a autant de structures pour faire les mêmes choses? Les entazers, les guichets uniques, les bouloudas, les je ne sais quoi. Tout ça, c'est le port, le port seul et la douane ont le logiciel suffisant pour faire cela. Tout ça, c'est la métastase de la mafia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a éclaté les choses pour nourrir autant de clans. Autant de clans qui bouffent là-bas dans la zone portuaire. Et il y a ceux qui sont là aussi pour prendre maintenant les parcs pour remettre, je sais pas, à Kanazoué. Pour aussi élargir son entreprise de cimenterie. Voilà ce que le Togo est devenu. Voilà. Donc quand vous avez une économie qui est fondamentalement une économie de rapide, pour alimenter des prébendiers, l'État ne gagne rien dans ça. Vous voyez l'incongruité avec cette histoire de cimenterie. Quand vous avez un projet comme la PIA et un Kanazoué vient pour dire qu'il veut faire, disons, la cimenterie, mais maintenant, dans l'enceinte du port. Vous le vendez l'abattoir. Vous lui dites non. Nous avons une plateforme industrielle. Et on lui donne, même là-bas, même on peut lui donner un espace. Allez réhabiliter ensemble avec les gens de la PIA les chemins de fer qui mènent
à chose, à Déticopé. Et là, le transport, n'est-ce pas, de ces conteneurs ne va pas créer beaucoup de problèmes. Et lui, il l'utilise pour transporter le clinker qui viendra au port autonome de Lomé. Et là, mais regardez, une industrie de cette sorte. Et on est en train de prendre les parts. Déjà même, le phénomène existait. Quand vous voyez devant le PVO, mais derrière le PVO, mais quand vous êtes au PVO, vous voyez les véhicules que les gens déposaient pour commercer, pour vendre. On a fait des articles dessus, on a fait des images. Oui, le chef d'Adakpa nous a appelés, on est allé. C'est une pollution totale. De toutes les ça veut dire que les eaux que les gens boivent, normalement dans cette zone, les gens ne doivent plus boire le cru. Le ciment, c'est les métaux lourds. Si, même quand vous puisez de l'eau pour déposer sur la table de papa pour manger, si c'est pas couvert, vous allez boire. Voilà. Donc, normalement, ce n'est pas normal, ces gens d'industrie en pleine ville. Donc, on devait profiter pour le sortir. Et là, on aurait pu réhabiliter les rails qui amènent à Déticopé et au-delà. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Le port autonome de Lomé est devenu cher. Avant, on parlait de port franc. Je ne sais plus si on peut encore utiliser ce terme parce qu'il y a tellement de taxes. Et puis, les trucs sont émiettés, les manutentions de véhicules sont confiées à une dame de la République. Donc, quand vous dédouanez par exemple un véhicule, vous exigez, le transitaire vous donne les papiers, vous allez voir des petites factures, telles 10 000, telles 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Et du coup, vous voyez que... Il y a même des taxes, même que les douaniers reconnaissent qu'ils ne savent même pas d'où ça vient. Sur les fiches. Oui, mais il y a des taxes que les douaniers reconnaissent qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Même le péage que nous payons, quand on vous donne une déclaration de douane liquidation, vous voyez la TVA et les péages au cordon douanier. Ouais. Si, il y a déjà le péage, il y a les péages au cordon douanier. Donc vous imaginez, on a surtaxé le pays, et pour l'importateur local, c'est difficile parce que lui, il va arriver, il va sortir la marchandise, il faut qu'il ajoute également ses marges, alors que le fret a évolué sur le marché international. Maintenant, pour ceux qui nous donne à manger, vous savez, l'économie du port autonome de Lomé, il ne faut pas penser que c'est juste au port. Non. C'est-à-dire, vous voyez, celui qui vend, et la mouton garçon, comment vous l'appelez, la mouton garçon, l'homme de Titinga, qui est à Tchébébé, je crois. Mais non, c'est pas à Tchébébé. Comment on oublie cette... bon, ça va me revenir. Donc l'homme de Titinga, là, lui, il ne va plus vendre ses brochettes comme avant. La dame qui vend du piawata ne pourra plus vendre le piawata. Les péages sont touchés. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, ceux qui profitaient les hébergements qui sont sur la nationale numéro 1 jusqu'à arriver à Saint-Cassé. Donc, voilà comment nous sommes en train de détruire même le pays. Parce que les gens pensent que c'est juste, le port, c'est juste leur poche. Parce qu'eux, ils ont eu des gens, ils ont acheté les engins, ils ont acheté les camions. Donc, ils veulent rentabiliser, ils s'en foutent que le pays sombre ou pas. C'est au premier dirigeant du pays de voir ce qu'ils sont en train de faire, de regarder les vrais chiffres du pays. Est-ce que les chiffres rentrent? Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien, puisque on a déjà pompé les gens. Et je vous dis que depuis le début de l'autre semaine, c'est les appels à répétition venant surtout de Sokodé, qui se plaignent des agents de l'OTR, on vous harcèle par SMS, on ferme les boutiques. Mais la Covid, c'est-à-dire que la seule localité au Togo où on a fait confiner suffisamment de gens en termes de Covid, c'est Sokodé. Mais je ne sais pas si Novici a pu atteindre Sokodé. Est-ce que vous voyez? Donc, mais excuse-moi, Novici, c'est quoi? C'est quel impact? C'est ça la mesure phare. C'est ça la mesure phare de lutte contre la misère. Mais, donc, vous voyez, et on continue. Certaines localités sont là, on ne sait pas si on collecte les impôts là-bas, et d'autres sont là, on leur demande plus. Donc,
Voilà le pays et on sait où on va. Ouais, pour finir, moi je pense qu'il y a des réformes, il y a des réformes structurelles à faire au port autonome de Lomé et pas ricochet au niveau de la douane pour permettre au port de retrouver ses lettres d'antan. Cette boîte a une direction dirigée par quelqu'un qui est là depuis bientôt 17 ans ou c'est pas plus, qui est fatigué, on le voit bien parfois. On ne peut pas continuer par diriger un pays comme si en dehors de certains, la République n'existe pas. Des gens qui sont fatigués, permettez-les d'aller se reposer. Et le port autonome de Lomé aujourd'hui a besoin d'une direction dynamique, d'un jeune qui est ambitieux, qui peut imaginer comment il va redonner au port ses lettres de noblesse, nettoyer toutes ces cellules mafieuses-là qui ont infesté tous les domaines du port, tous ces étrangers espagnols, ils sont venus nombreux, ils ont créé plein de sociétés avec des noms, ils mettent les Togolais devant, c'est eux qui collectent les taxes, on verse des miettes aux Togolais, on emporte le gros du magot, il faut récupérer tout ça, parce que nous sommes indépendants avec 33 ans, je ne peux pas comprendre que le port que Sylvanus Olympio s'est battu pour construire, au prix de sa vie, parce que les gens oublient que ce n'est pas seulement la question du CFA qui a entraîné l'assassinat de Sylvanus. Le port est dedans, parce que la France n'a jamais voulu que Sylvanus construise le port autonome de Lomé. La France a voulu que nous dépendions de Dahomey. Sylvanus a dit non, un pays indépendant doit pouvoir avoir son port. Surtout que le port de Dahomey, ou bien ce qu'ils avaient comme Warfa à l'époque, il n'était pas solide, avait commencé à avoir des soucis avec les vagues, avec la mer. Sylvanus est allé voir les Allemands, qui ont fait des études sur toute la côte, qui sont venus trouver cet endroit précis en disant c'est ici qu'on peut faire le port en eau profonde. Et c'était prévu que toute la zone que vous voyez à Dakpamé, Kagome et tout ça, c'était la zone du port. C'est tout ça là, c'était le territoire du port que ceux qui ont pris le pouvoir après n'ont même pas pu sauvegarder, n'ont même pas pu circonscrire et sécuriser. Parce que l'idée c'était quoi? C'était de faire comme le terminal de Vridi, c'était d'ouvrir le port jusque dans la lagune, pour que les bateaux puissent arriver jusque-là. Vous voyez? Et donc tous ces quartiers que vous voyez à Dakpam et tout ça, c'était la zone portuaire. C'est comme aussi l'aéroport. L'aéroport, quand elle a quitté le CHU Tokoin, puisque l'aéroport au départ était au CHU Tokoin, là où il y a le CHU Tokoin, aujourd'hui c'était l'aéroport. Lorsqu'on l'a amené là, tout l'espace que vous voyez là devait être sécurisé. On n'a pas fait une sécurisation foncière. Les gens sont rentrés dans le domaine de l'aéroport, les gens ont récupéré leurs terres, et quand vous allez là-bas, je vois, il y a encore des conflits, il y a en allant vers la maison du Adila, vous voyez, vient casser régulièrement des maisons et tout ça, et on s'est retrouvé avec un aéroport exigu dans une capitale, qu'on décide aujourd'hui d'aller construire notre aéroport à Thiévier. Donc, il n'y a pas de vision par rapport à ceux qui ont le pays et qui le gouvernent. Donc, qu'on dise aujourd'hui que Sylvanus a donné sa vie pour ça, et aujourd'hui, ce port se retrouve dans les mains des bandits. Moi, c'est comme ça que je les appelle, dans les mains des bandits, qui sont en train de nous faire voir de toutes les couleurs. Il y a quelque chose qui nous touche en tant que Togolais, avec toute notre fierté. Parce que si nos devanciers ont sacrifié de leur vie pour nous arracher quelque chose que nous ne sommes pas capables d'entretenir, c'est que nous sommes condamnés par l'histoire, voyez-vous. Et donc, la question du port autonome de Lomé, c'est une question qui doit intéresser tous les Togolais. Comme Franco vient de le dire, toute l'économie du Togo tourne autour du port. Tout ce qui rentre dans ce pays qu'on vend au marché vient par le port. Et donc quand vous vous plaignez que les marchandises coûtent cher au marché, qu'il y a augmentation, regardez par exemple ce qui se passe au port. Comment les femmes dédouanent ce qu'elles font, comment en Chine, les nourritures, les riz, tout ça, les pagnes, comment ça rentre? Qui prend quoi? Qui a augmenté quoi? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc je pense qu'il y a toute une réflexion à faire autour de ces questions-là. Et moi je dis, les jeunes Togolais, parce qu'un pays, l'avenir d'un pays c'est la jeunesse. La conscience d'un pays, c'est la jeunesse. Quand les jeunes commencent pas à se désintéresser de leur pays, quand les jeunes commencent pas à regarder leur pays comme bon si ce n'était pas le leur, ils sont sur TikTok, ils sont sur des trucs en train de faire des banalités alors que leur pays est en train de mourir, c'est que nous avons des problèmes. Voyez-vous? Et donc, tout le monde doit s'intéresser à ce qui relève de la nation. Parce que notre avenir en dépend, notre vie dépend de cela. Et donc,
les sujets que nous abordons, tous les secteurs que nous touchons, aujourd'hui on parle de la PIA. Vous savez que la PIA, ils n'ont même pas réussi à dédommager les gens dans la zone là-bas. Si. C'est un gros souci qui est là-bas. On a débloqué des milliards. Et ces milliards-là, on ne sait pas à ce jour où est-ce que ces fonds-là sont véritablement passés. Les communautés qui sont installées là-bas, les gens viennent nous voir régulièrement pour dire mais on veut nous déplacer, mais on ne nous donne pas l'argent pour aller nous installer ailleurs, alors que nous avons appris qu'on a débloqué l'argent. Effectivement. Et il y a des gens qui ont déjà même été interpellés par rapport à ça, à la présidence, en disant mais où est passé les sous? Où sont passés les sous? Excusez-moi. Et donc, voilà comment des groupuscules organisés dans le pays, qui ont toujours l'odeur de l'argent. Parce que eux, ils ont une capacité terrible de sortir l'argent. Ce qu'on a essayé de nous expliquer, mais c'est pas possible, quoi. Vous voyez, c'est que les gens sont au cœur de l'État et savent quel projet ira à tel endroit, ici. Donc, bien avant, ils s'en vont, ils font les titres fonciers pour globaliser la zone. Voilà. Et donc, quand ils font ces titres fonciers, donc c'est à eux que l'État verse exactement les milliards. Exactement. Et après, ils passent par des couloirs pour dédommager les gens en leur payant ou carrément, ils détournent l'argent. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, quand une zone est en train d'être projetée pour faire quelque chose, il y a des gens déjà qui sont au courant, ils font tout. Ils font. Je dis, on a vu des titres fonciers. En quelques jours, qui se retrouvent comment l'appelle-t-on, à Kagome, on retrouve ce titre foncier vers Tchévier. On en a vu. Est-ce que vous voyez, Franco, va dans la zone de Batopé, là où ils prévoient mettre leur aéroport. Ils ont dit aéroport. Les gens ont déjà acheté tout. Parce qu'ils sont au courant qu'il y a un projet qui va s'installer là-bas. Ils ont déjà acheté, ils ont fait de la spéculation foncière, ils ont fait les titres fonciers pour que demain, ils vont vendre. Mais il faut un mécanisme pour arrêter tout ça. Il faut un mécanisme pour arrêter tout ça. Parce que, ce faisant, on dépouille les propriétaires terriens, parce qu'on va acheter à des moindres coûts. Et on va acheter à 500 000 francs l'hectare, à quoi l'hectare, et dans 10 ans, on ne vendra plus l'hectare, on va vendre les lots à tel fonds. Donc il faut arrêter tout ça. Donc moi je pense que nous devons rester éveillés par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et c'est important, parce que quand on reçoit les gens ici, à la rédaction ici, notre rédaction est devenue presque comme une clinique. Je dis, parfois on reçoit une dizaine de personnes par jour qui viennent avec des problèmes. Parfois, vous êtes dépassé et quand vous rentrez à la maison, vous êtes stressé. C'est comme vous êtes seul à porter les problèmes du pays sur vos épaules qui sont frêles. Donc, il y a des problèmes partout au Togo. Les gens meurent tous les jours parce qu'on leur a arraché ci, on leur a arraché ça. Donc, il faut quand même, à un moment donné, nous essayons de briser le mur ou de briser la glace et se dire, ça suffit. Et il faut que ceux qui tiennent le pays, quoi qu'ils mangent, quoi qu'ils gagnent, je ne sais pas combien ils vont gagner dans leur vie, à un moment donné, il faut se dire, j'arrête la pagaille, j'arrête le désordre, je remets un peu d'ordre dans tel domaine. S'il y a des gens à punir, s'il y a des gens qui ont pris des libertés avec l'argent public, il faut les punir. Et puis la République continue par avancer. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez vu comment les gens nageaient dans la piscine du président Sri Lanka là? Vous avez vu comment les gens dansaient dans son salon? Vous avez vu comment les gens sont allés faire du sport dans la salle de gym de son frère Premier ministre? Vous avez vu comment les gens sont rentrés dans la cuisine du président et préparaient à manger? Si vous ne prenez pas la mesure de la situation pour rétablir la justice sociale dans le pays, vous avez beau avoir une armée puissante, vous avez beau avoir des moyens de surveillance, un matin là, les gens viendront nager dans votre piscine et vous allez prendre la poudre d'escampette. C'est ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Nous allons clôturer ce sujet. Vraiment, c'est pas fini. Le malheur des Togolais n'est pas fini.